Bien voilà, nous allons passer maintenant à une nouvelle présentation qui concerne l'identification des dangers biologiques. Une présentation qui fait bien sûr suite à la présentation sur l'identification des dangers chimiques. Voyons tout de suite ce que contient cette présentation. Nous avons tout d'abord une introduction avec un rappel de notions qu'on a déjà évoquées précédemment, mais un rappel, ça peut toujours être utile. Et puis, nous allons entrer dans le vif du sujet avec un passage en revue des différents dangers biologiques que sont les bactéries, les virus, les parasites, les biotoxines de poissons. Puis nous allons passer à d'autres biotoxines, les biotoxines d'algues qu'on appelle également les phycotoxines. Et nous terminerons par quelques conclusions. Donc, un petit rappel d'abord sur les différents types de dangers. Les dangers, on peut les classer donc suivant trois catégories. Les dangers biologiques, c'est ce dont on parle maintenant. Les dangers chimiques, la présentation précédente. Puis les dangers physiques, dont on ne parle pas trop au cours de ce séminaire. En fait, au niveau scientifique, c'est-à-dire en matière d'évaluation des risques sanitaires, ce sont surtout les deux premières catégories de dangers, les dangers biologiques et les dangers chimiques, qui centralisent l'attention. En fait, les dangers physiques, on va les considérer parce qu'ils sont importants. Rappelez-vous, nous avons évoqué le problème des dangers physiques, ce sont par exemple des morceaux de métaux qui sont dans les aliments, des morceaux de verre, des cailloux, et donc ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes sur le consommateur qui gérerait ces dangers physiques-là de façon inconsciente. Donc, il s'agit d'être très vigilant et d'empêcher que ces dangers physiques soient présents. Mais tout cela, on va plutôt le faire dans le cadre des systèmes de management de la sécurité sanitaire au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire donc les fameux systèmes HACCP, donc les points d'attention ou points de contrôle lors de l'embouteillage, où on va faire attention aux débris de verre, les pièces métalliques, les graviers, etc. Et puis, quand même, on ne peut pas terminer cette petite introduction sans évoquer les microplastiques qui sont un danger dans la catégorie danger physique et qui constituent un domaine réellement émergent. Et on va plutôt étudier dans une présentation plus dédicacée aux problèmes des risques émergents. Ici, un petit diapo qui illustre un peu mon propos, comme quoi les dangers physiques, on ne peut quand même pas les ignorer. Vous voyez ici un exemple de rappel pour cause de danger physique. Donc, il s'agit d'un problème de contamination par des matières plastiques. C'est un rappel réalisé aux États-Unis par l'USDA, donc le département de l'agriculture. Et vous voyez, il s'agissait d'un produit à base de bœuf, de viande de bœuf, qui était contaminé par des matériaux étrangers, donc du type composés plastiques. Et donc voilà, il y a ce genre d'avertissements qui sont donnés pour empêcher que le consommateur, ou en tout cas attirer l'attention du consommateur sur le fait que la consommation de ce type de produit peut poser problème, et donc les compagnies qui commercialisent ce type de produit sont prêtes à rappeler le produit et rembourser le produit pour éviter tout problème. Toujours dans cette introduction, un petit rappel également des grandes différences qui existent entre les dangers biologiques et les dangers chimiques. D'abord, une grande différence provient de la source du danger. Souvent, pour les dangers biologiques, on va avoir une origine naturelle, tandis que pour de nombreux dangers chimiques, on pense surtout à des produits synthétisés par l'homme, même s'il y a aussi des produits naturels comme les métaux lourds, par exemple, mais on pense essentiellement à des produits de synthèse. Un deuxième trait, c'est la nature du danger. Dans le cas de danger biologique, on va parler de cellules vivantes, c'est-à-dire des organismes vivants.
Tandis que, bien sûr, pour les dangers chimiques, on a affaire à des molécules qui sont plus ou moins inertes, qui ne vont en tout cas pas pouvoir se multiplier comme des cellules. De ce fait, il va y avoir des différences au niveau du comportement du danger. Dans le cas de cellules vivantes, elles peuvent se multiplier en opposition aux produits chimiques pour lesquels on va plutôt parler de problèmes de bioaccumulation dans la mesure où ils ont une certaine stabilité, une certaine lipophilie. Également, au niveau des effets néfastes sur la santé, on peut quand même distinguer les deux types de dangers biologiques et chimiques dans la mesure où bien souvent les dangers biologiques vont être caractérisés par une toxicité plutôt aiguë, tandis que les produits chimiques se caractérisent par une toxicité chronique. C'est pas qu'ils ne peuvent pas avoir également des manifestations aiguës, mais ce sont essentiellement des composés qui sont redoutés pour des problèmes de type chronique. On pense bien évidemment à une maladie comme le cancer. Il y a également tout ce qui est lié aux perturbateurs endocriniens. Également, dans le cas des dangers biologiques, on a essentiellement affaire à des dangers qui peuvent transmettre des maladies, tandis que les dangers chimiques sont plus associés à des maladies non transmissibles que l'on va contracter suite à l'exposition à un danger chimique. Au niveau de l'effet dose-réponse, on peut également trouver des distinctions assez importantes dans la mesure où pour les dangers biologiques, on peut parler d'une dose infectieuse, à partir de quel moment, à partir de quelle concentration en cellules on risque d'avoir un problème de santé, tandis que dans le cas des dangers chimiques, on va plutôt parler d'un seuil de toxicité, dans la mesure où dans la courbe dose-réponse, on peut effectivement dégager un seuil de toxicité, car nous savons également que pour certains composés, il n'y a pas de seuil de toxicité présent et donc la moindre petite quantité de cette substance est un effet préjudiciable. Enfin, dangers biologiques et dangers chimiques vont s'appréhender de façon différente en matière de mesures de prévention, de remédiation. Pour les dangers chimiques, on parle, pour les dangers biologiques, on va surtout parler de respect de la chaîne du froid, des traitements thermiques qui peuvent donc enrayer le développement du danger biologique, etc. Ce qui est évidemment assez différent de ce que l'on peut trouver dans le cas des dangers chimiques. Finalement, un petit mot sur la position de l'Office mondial de la santé sur les dangers biologiques et sur les maladies transmissibles qui y sont associées. Rappelons quand même que dans le monde, les maladies transmissibles d'origine alimentaire et plus particulièrement les maladies diarrhéiques sont une cause importante de morbidité et de mortalité. Il y a donc un besoin important de renforcer les systèmes de surveillance des maladies d'origine alimentaire, et ce dans tous les pays. Et ces données de surveillance sont très utiles parce qu'elles vont être utilisées par la suite pour planifier la mise en œuvre de systèmes de contrôle et pour évaluer les politiques de santé publique. Commençons donc par les bactéries qui sont responsables des maladies bactériennes d'origine alimentaire. Voyons ici sur ce diapo l'ensemble des agents biologiques les plus connus. On va commencer par le choléra, comme vous voyez, est à la fois endémique et épidémique. Donc on va faire un peu cette distinction pour cet agent biologique qui peut poser des problèmes particuliers en période de crise et de catastrophe, où là il va poser vraiment un problème d'épidémie. Ensuite viennent plusieurs agents qui sont responsables de toxi-infections alimentaires relativement bien connues, donc des gastroentérites,
Et ces agents sont les salmonelles, les campylobactères, Escherichia coli entéro-hémorragique. Il y a également l'hystéria. Puis nous avons le botulisme, qui est un cas un peu particulier, qui manifeste surtout sur des boîtes de conserve, mais on va voir également qu'il y a des cas particuliers de botulisme pour le poisson. Et finalement, quelques agents divers comme Shigella, Staphylococcus aureus, etc. Le choléra, donc, c'est une toxi-infection entérique, mais aussi épidémique, contagieuse et due à une bactérie qui s'appelle donc Vibrio cholerae. Cette maladie est strictement limitée à l'espèce humaine et elle est caractérisée par des diarrhées brutales, très abondantes, qui peuvent mener à une sévère déshydratation. Donc la forme majeure classique peut causer la mort, dans plus de la moitié des cas, en l'absence de traitement. Vous voyez, c'est quand même assez important, puisque la mort peut suivre la contamination dans à peu près la moitié des cas. D'après l'OMS, le choléra entraîne chaque année environ 100 000 décès pour 4 millions de cas recensés. Alors, en ce qui concerne la nourriture, c'est surtout un problème d'eau, de qualité de l'eau. Donc, il convient d'utiliser une eau saine pour l'hygiène, pour la boisson et également pour laver les aliments. Ce qui nous amène à dire qu'il faut se méfier des souches cachées d'eau contaminée. Et ça se manifeste par des fruits et légumes qui ont été lavés avec de l'eau souillée. Ça ne se voit pas sur les fruits et légumes, ils apparaissent particulièrement appétissants, mais ils ont été lavés avec de l'eau souillée qui peut donc provoquer cette contamination par choléra. D'autres sources cachées, ce sont les glaçons, les crèmes glacées, les sorbets qui sont préparés à partir de matériaux qui ont été contaminés. On ne pense pas donc directement qu'il s'agit donc d'un produit directement contaminé, mais donc le problème est bien présent. Il faut éviter tout particulièrement les fruits de mer. Sur ce diapo, nous avons ici des informations sur le nombre de cas reportés par l'OMS chaque année et par continent, donc par année et par continent. La première chose qui apparaît, c'est qu'il peut y avoir un nombre très variable de cas d'une année à l'autre. Ainsi, si vous comparez au début à la gauche du graphique les premières années, 89-90, aux années qui suivent, eh bien, le nombre de cas peut varier d'un facteur de 1 à 10 à peu près. Donc, vraiment, d'une année à l'autre, le nombre de cas peut changer très fort. Ce qui apparaît également, d'un point de vue géographique cette fois-ci, c'est que d'un continent à l'autre, la situation peut varier très fort. Effectivement, on voit en vert la situation pour l'Afrique et de façon globale, pour l'Afrique, on a chaque année un certain nombre de cas qui résiduels, donc qui reviennent chaque année de façon pérenne. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres continents, comme les Amériques qui sont indiquées en violet, où là, il y a des années où il ne peut pas y avoir de cas du tout, et certaines années, la moitié des cas recensés au niveau mondial viennent des Amériques. Donc, il peut y avoir une fluctuation importante, et cela est lié au fait donc d'une part, la maladie peut avoir un caractère endémique, lorsque les conditions d'hygiène, d'une façon générale, sont peu développées, comme c'est le cas dans certains pays d'Afrique subsaharienne où la maladie est endémique, et dans d'autres cas, la maladie est épidémique, c'est-à-dire qu'elle va apparaître lorsqu'il y a un concours de circonstances, par exemple suite à des inondations, suite à des catastrophes majeures, situations de guerre, qui vont provoquer donc des gros problèmes d'hygiène, et ça va être le point de départ d'épidémie de choléra. Le diapo suivant nous montre la répartition au niveau mondial, et on voit qu'effectivement c'est essentiellement en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, que le nombre de cas est plus élevé, et que l'on en a un grand nombre de flambées qui ont été rapportées chaque année. Nous avons également une situation assez préoccupante en Inde et dans le sud de l'Asie de façon générale.
de même qu'en Amérique centrale et dans les Caraïbes, dans certaines îles des Caraïbes. Nous passons ensuite à la salmonelle, qui est une maladie d'origine alimentaire les plus courantes et les plus répandues. Les salmonelles provoquent une inflammation des muqueuses de l'intestin, ce qui entraîne diarrhée, fièvre, vomissements et crampes. Il arrive que la bactérie se retrouve dans le sang et que l'on en soit alors gravement malade. Donc vous voyez tout de suite que dans la plupart des cas, les symptômes peuvent être relativement acceptables, pas trop graves, hein, donc ça se limite à une diarrhée, des crampes, des fièvres. Mais dans d'autres cas, lorsque la bactérie se retrouve dans le sang, là, donc, la maladie peut être beaucoup plus sérieuse. C'est une situation qu'on a souvent avec les agents biologiques de type bactérien, c'est qu'on peut avoir, dans la majorité des cas, des symptômes relativement bénins, mais malheureusement, dans une minorité de cas, des symptômes beaucoup plus graves, voire mortels. On estime à plusieurs dizaines de millions le nombre de cas recensés chez l'homme chaque année dans le monde, et la maladie entraîne plus de 100 000 décès par an. Alors, quelles sont les denrées les plus contaminées? Ce sont essentiellement le poulet et les œufs. Mais on peut retrouver des salmonelles dans une grande variété de produits animaux, mais aussi dans des produits végétaux. C'est toujours le problème de contamination fécale, un peu comme pour le choléra, donc lorsque les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas respectées. Comme je vous le disais, donc la majorité des cas de salmonellose sont bénins, mais on peut aussi mourir de salmonellose. La gravité de l'affection dépend de facteurs qui sont liés à l'hôte, hein, donc certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, mais également à la souche de salmonelle qui est impliquée, donc il peut y avoir des souches qui sont plus agressives que d'autres. Depuis le début des années 90, des souches de salmonelle sont apparues comme étant résistantes à une série d'antimicrobiens. Et cela peut poser un grave problème de santé publique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une voie de transfert de gènes de résistance aux antimicrobiens vers l'espèce humaine. Et donc, en définitive, ces gènes peuvent être abrités par des bactéries de notre système intestinal, par exemple, et on peut donc finalement abriter ces gènes d'antibiorésistance, ce qui peut bien entendu provoquer de sérieux problèmes lorsque un traitement avec un antimicrobien est nécessaire pour des raisons donc, de santé, si on veut se soigner avec des antibiotiques, eh bien, dans certains cas, ces antibiotiques peuvent ne plus être actifs, étant donné qu'ils vont être rapidement détruits, désactivés par micro-organismes que l'on abrite dans notre système gastro-intestinal et qui sont donc susceptibles de détruire les antibiotiques que nous allons prendre par exemple par voie orale. Donc un problème très sérieux de santé publique lié au transfert des gènes d'antibiorésistance. Lorsque des problèmes sont détectés, par exemple de contamination de certaines denrées par salmonelle, ce qui se fait dans de nombreux pays, ce sont des rappels des produits en question. Donc, pour éviter que les consommateurs se contaminent, on va lancer des avis comme quoi donc certaines denrées, certains lots particuliers ont été détectés positifs pour l'agent biologique en question, en l'occurrence ici salmonelle, en l'occurrence il s'agit ici de moules. Voilà, donc on publie ce genre de rappel de façon donc à éviter que des consommateurs ne soient victimes de cette contamination et donc éviter les risques de toxi-infection alimentaire. Et donc il arrive très fréquemment, donc on trouve ce genre de rappel pour des agents biologiques, tout comme on peut le voir aussi pour d'autres types d'agents. Le danger suivant, il s'agit de Campylobacter, également une bactérie,
qui est une cause majeure de maladies diarrhéiques d'origine alimentaire chez l'homme. Et c'est en fait la cause bactérienne la plus courante de gastroentérite de par le monde. Ici également, les denrées les plus contaminées sont les volailles et dans une moindre mesure les autres animaux d'élevage. Pourquoi les volailles? Comme dans le cas de salmonelle, on avait également attiré l'attention sur les volailles. C'est essentiellement le fait que au moment de l'abattage en abattoir, donc il y a un risque de contamination de la viande par les matières fécales et lorsque donc, on opère la préparation des carcasses, etc. La plupart du temps, la guérison après une contamination par Campylobacter est complète, bien que dans 1 cas sur 1000, Campylobacter peut occasionner des paralysies, donc quand même une complication grave. Dans les pays en développement, les infections à Campylobacter sont particulièrement fréquentes chez les enfants de moins de 2 ans et elles peuvent, pour ces enfants-là, provoquer parfois le décès. La bactérie suivante, c'est de E. coli entérohémorragique, donc appelée par l'acronyme EHEC. C'est une bactérie qui peut provoquer une maladie grave d'origine alimentaire. À l'origine des flambées épidémiques d'EHEC, on trouve principalement ici la viande hachée crue ou mal cuite, mais également le lait cru et la contamination fécale de légumes. Dans la plupart des cas, la maladie guérit spontanément, comme pour les autres, mais comme pour les autres, elle peut aussi évoluer vers une forme potentiellement mortelle, comme le syndrome hémolytique et urémique, SHU, notamment chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Aussi un exemple de rappel que je vous montre ici pour ce danger donc, lié à Escherichia coli. Donc, c'est un rappel diffusé par le département de l'agriculture aux États-Unis, donc le ministère de l'agriculture américain. Et donc, il s'agit donc de la viande de bœuf donc hachée qui est potentiellement contaminée par un E. coli particulièrement, une souche particulièrement virulente qui est le O157H7. Et vous voyez, donc toutes les informations sont données pour rendre ce rappel le plus efficace possible. Passons au danger suivant qui est l'hystéria, responsable de la listériose. La listériose est une septicémie d'origine digestive avec risque d'infection fœto-placentaire et de méningoencéphalite. La maladie survient surtout chez les patients fragiles, les femmes enceintes, les patients immunodéprimés sous chimiothérapie, des patients sidéens ou présentant des anomalies hépatiques telles que cirrhose ou hémochromatose. La bactérie peut survivre et se multiplier à basse température. Ça, c'est une particularité de l'hystéria. C'est que contrairement à ses congénères, à l'ensemble des autres agents biologiques, généralement, le fait de porter les aliments à basse température permet de limiter ou de stopper la propagation de l'agent. Apparemment, avec l'hystéria, on a ici des problèmes un peu plus importants parce que cette bactérie peut encore se multiplier à basse température. De ce fait, les aliments à risque, ce sont des charcuteries, certains produits laitiers comme le fromage ou les crus, certains poissons fumés à froid comme le saumon. Donc, vous voyez, en fait, toutes sortes de denrées qui vont suivre un processus de fermentation, de transformation, éventuellement à froid, mais qui permettent encore quand même malgré tout le développement de cette bactérie. En fait, la listériose est une maladie rare, on parle de 1 à 5 cas par million d'habitants, et en fait, elle n'est pas décrite dans les pays peu développés, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, hein, mais elle est surtout connue pour les pays, provoquer des cas dans les pays plutôt développés. Donc c'est là qu'on a des recensements de cas. Le botulisme, c'est une maladie grave, surtout le botulisme humain, maladie grave et potentiellement fatale, mais heureusement quand même rare. Une intoxication qui est provoquée par la gestion de neurotoxines, des neurotoxines puissantes, présentes dans les aliments contaminés, comme les conserves de mauvaise qualité, qui généralement sont bombées à cause de l'activité du Clostridium botulinum, qui va dégager certains gaz et qui va
provoquer donc une déformation des boîtes de conserve qui n'ont pas été correctement stérilisées. Le botulisme donc ne se transmet pas d'un individu à un autre, donc il ne s'agit pas d'une maladie transmissible. Et donc le problème de ce Clostridium botulinum, c'est qu'il produit des spores qui sont résistantes à la chaleur et qui sont largement présentes dans l'environnement. Et en l'absence d'oxygène, ces spores capables de germer, et donc elles peuvent se développer et elles peuvent excréter des toxines. Sur ce diapo, on voit un peu un aperçu sur des aliments à risque de contamination bactérienne. Vous voyez que pour choléra, les aliments fréquemment contaminés, bien, ce sont tous les aliments qui ont subi un lavage, comme les fruits et légumes, et fruits de mer, donc parce que là, il y a un contact très intime avec le milieu contaminé. Alors que pour les salmonelles, ce sont essentiellement volailles et les œufs qui sont les plus fréquemment contaminés, d'autres produits animaux également, et même aussi donc des légumes souillés peuvent poser problème de contamination par salmonelle. En ce qui concerne Campylobacter, là, on a quelque chose qui est assez spécifique de la volaille, mais qu'on peut aussi rencontrer dans d'autres produits animaux. Alors que E. coli entérohémorragique, c'est un agent qu'on va surtout rencontrer dans la viande hachée mal cuite, ou dans le lait cru, ou dans les légumes souillés. Donc la viande hachée mal cuite ou carrément crue, vous savez, il y a des habitudes culinaires de manger viande de bœuf hachée crue dans certains pays développés, steak tartare, et faut quand même bien être conscient que ces pratiques ne sont pas sans risque et qu'il est important de le faire avec une viande qui a été très sérieusement contrôlée. Finalement, donc, nous avons encore l'hystéria, qui est plutôt caractéristique des produits laitiers, des poissons fumés, des charcuteries, et qui peut se développer à basse température, comme on l'a soulevé tout à l'heure. Et enfin, donc, Clostridium botulinum, on parle alors ici du type E, donc, qui est un type que l'on rencontre plus particulièrement dans les poissons conservés de façon artisanale, donc poissons séchés. Donc il ne s'agit pas ici de la problématique des conserves, il s'agit ici donc d'aliments des denrées de type poisson, donc qui sont conservées de façon artisanale, séchées avec les moyens disponibles qui ne sont pas toujours les plus adéquats d'un point de vue hygiénique. Maladies bactériennes et poissons, bien, pour résumer un peu ce que nous avons dit sur ces agents biologiques et les liens avec les produits de la mer et les poissons, bien, le niveau de contamination du poisson au moment de la capture va dépendre de l'environnement et de la qualité bactériologique de l'eau dans laquelle le poisson est récolté. Donc, si on se trouve dans un estuaire ou à proximité d'une zone habitée plutôt polluée, eh bien, la qualité de l'eau, la qualité bactériologique de l'eau risque d'être moins bonne, et donc dans ces cas-là, le niveau de contamination du poisson va dépendre de cette qualité bactériologique. Mais il y a de nombreux facteurs qui peuvent influer sur la microflore du poisson. Les plus importants sont la température de l'eau. Plus la température de l'eau est élevée, plus c'est en temps. La teneur en sel, donc si la teneur en sel est plus élevée, c'est un facteur favorable. La proximité des zones de récolte des habitations, donc le problème des estuaires par exemple, ou proximité de ports, la quantité et l'origine des aliments consommés par le poisson et la méthode de récolte. C'est important de savoir que le tissu musculaire comestible du poisson est normalement stérile au moment de la capture et que les bactéries sont habituellement présentes sur la peau, les branchies et les tractus intestinal. Donc ça veut dire que ce sont surtout des manipulations qu'on va effectuer avec ce poisson qui vont être à risque et donc poser éventuellement un problème de contamination de la chair du poisson. Voilà, nous passons maintenant aux maladies virales, donc toujours d'origine alimentaire. Donc, nous allons nous intéresser cette fois-ci aux virus. Et les virus, il faut savoir qu'ils abondent dans le milieu aquatique, aussi bien dans les eaux douces que marines. Donc dès qu'il y a beaucoup d'eau, les virus sont vraiment dans leurs éléments. Plus encore que les bactéries, voilà, tous les organismes vivants ont besoin d'eau, mais
un excès d'eau peut leur être nuisible, comme vous avez des bactéries qui ne peuvent pas supporter un milieu trop aqueux parce que ça conduit à une anaérobiose, par exemple. Dans le cas des virus, il n'y a aucun problème. Dès qu'il y a de l'eau, les virus sont comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de l'eau. Donc, en plus des virus qui sont natifs des milieux hydriques et qui sont donc responsables de maladies chez les espèces marines, eh bien, nous avons aussi des virus qui peuvent être d'origine animale, provoquent des maladies chez les animaux ou chez l'homme, et qui peuvent être également véhiculés vers le milieu marin, parce qu'en fait, voilà, les virus parviennent dans les estuaires, les zones littorales, les stations conchylicoles, et par cette voie-là, elles peuvent contaminer les sédiments, le plancton et les coquillages. Or, certains de ces virus sont des pathogènes pour l'homme et donc ils peuvent, via cette boucle, se retrouver dans le milieu marin et finalement donc se retrouver dans l'assiette du consommateur, de l'homme, et donc de nouveau retrouver l'homme comme hôte. Les fruits de mer, l'eau non potable et tous les aliments lavés avec de l'eau souillée sont les voies les plus fréquentes de contamination humaine. Alors, voyons un peu les virus pathogènes. Parmi les virus qui ont été mis en cause dans une maladie associée à des poissons ou associée à des fruits de mer, il y a bien sûr le virus de l'hépatite A. Il y a aussi les calicivirus, on connaît surtout le virus de Norwalk, et puis encore une catégorie de virus qu'on appelle les astrovirus. Tous ces virus transmis par les poissons et fruits de mer et qui causent des maladies sont transmis par le cycle fécal-oral, et la plupart des poussées de gastro-entérite virale ont été associées à la consommation de mollusques ou crustacés contaminés, particulièrement les huîtres creuses. Donc on retient ici, c'est toujours ce cycle fécal-oral, c'est donc une question d'assainissement, une question d'hygiène également, qu'il faut introduire pour éviter ces contaminations par les virus. En ce qui concerne maintenant l'identification des virus dans les aliments, bien, d'abord il faut savoir que les virus sont spécifiques des espèces et donc ne vont pas apparaître ni se multiplier dans des aliments autres que la cellule hôte. Donc ça, c'est un élément qui diffère quand même assez bien des bactéries, des bactéries qui peuvent se multiplier de façon beaucoup plus libre. En revanche, il n'y a pas de marqueur fiable pour indiquer la présence de virus dans les eaux où sont récoltés les mollusques. À l'inverse de ce qu'on va voir tout à l'heure pour les phycotoxines, où il y a l'apparition de certaines algues qui ne sont pas nécessairement des algues qui produisent des toxines, eh bien, elles sont quand même là dans l'environnement et sont un indicateur comme quoi il peut y avoir un problème de toxines. Ici, pour les virus, l'eau peut paraître absolument claire, propre et pourtant très contaminée par le virus. En plus, les virus transmis par les poissons et les fruits de mer ils sont assez difficiles à détecter. Et il faut pour cela donc des méthodes moléculaires assez sophistiquées. Donc, il faut que les laboratoires s'équipent avec un équipement très spécifique pour pouvoir identifier les virus et, plus compliqué encore, les quantifier. Nous passons ensuite aux maladies parasitaires d'origine alimentaire et on va s'intéresser aux endoparasites. Et pour commencer, nous allons passer en revue les 10 parasites alimentaires qui sont considérés par la FAO et l'OMS comme étant les plus dangereux pour l'homme. Donc c'est un classement mondial, toutes denrées confondues, toute localisation géographique confondue. La FAO et l'OMS ont donc réalisé ce classement. Tout en haut du classement, nous avons le ténia du porc, posait beaucoup de problèmes dans la viande de porc, donc dans les pays où on consomme le porc, surtout autrefois. Donc maintenant, avec les techniques d'élevage plus hygiéniques, le problème de ténia n'apparaît plus, c'est un problème passé. Le deuxième problème est causé par Echinococcus granulosus ou ver idatide, qu'on va retrouver dans les produits frais.
Et il en est de même du troisième, qui est encore un Echinococcus, mais le Multilocularis, et qui est également un type de ténia, comme le premier, le ténia du porc, mais qu'on va retrouver cette fois-ci dans des produits frais. Alors vient ensuite le Toxoplasma gondii, qui est un protozoaire, donc responsable de la toxoplasmose, et donc problème important notamment pour les femmes enceintes. Et ce protozoaire, on le retrouve dans la viande des petits ruminants, dans la viande de porc, de bœuf, de gibier, que ce soit la viande rouge ou les organes. Toxoplasmose, donc ça c'est quand même quelque chose qui, même dans les pays développés de nos jours, continue à poser des problèmes. De même que le numéro 5, Cryptosporidium, un protozoaire qu'on peut retrouver dans les produits frais, les jus de fruits, le lait. Donc c'est toujours ici un parasite qui fait parler de lui. Passons maintenant au numéro 6. Il s'agit cette fois-ci d'une amibe, Entamoeba histolytica. Donc amibe, c'est un protozoaire, également dans les produits frais. En 7, on retrouve de nouveau un parasite de la viande du porc, c'est le Trichinella spiralis, responsable des trichinoses. Le numéro 8, c'est un ver plat cette fois-ci, qu'on va retrouver dans le poisson d'eau douce, donc dans la catégorie des Opistorchidae, donc des vers plats. Le numéro 9, c'est un nom qu'on connaît mieux, l'Ascaris, donc le genre Ascaris. Les Ascaris sont des petits vers ronds qu'on retrouve fréquemment dans les produits frais. Et le 10e, classé par la FAO et l'OMS, c'est le Trypanosome, Trypanosoma cruzi, un protozoaire de nouveau, donc également responsable de gros problèmes sanitaires. Et ce sont les jus de fruits qui posent essentiellement problème. Alors, comment la FAO et l'OMS ont réalisé ce classement? Donc, il fallait utiliser certains critères, parce que, bon, qui dit priorisation, dit critères de priorisation. Et, bon, comme on peut s'en douter, un critère important, c'était le nombre de malades par voie alimentaire. Donc, plus le nombre de malades est connu par voie alimentaire pour un parasite donné, on va donc, il est affublé d'un poids relativement conséquent, 0,22, et donc ce critère va jouer un rôle assez prépondérant dans la classification. La distribution globale aussi, donc si c'est vraiment un parasite qui est vraiment spécifique d'une petite région du monde, eh bien bon, ça ne porte pas, je dirais, en sa faveur pour être bien classé dans notre tableau. Donc plus sa distribution est globale, plus le critère va être pris en compte pour mettre ce parasite-là en bonne position dans notre liste, mais la pondération n'est pas si forte que ça, donc c'est un facteur de 0,14. Par contre, donc c'est une chose qu'un parasite provoque de nombreuses maladies, mais le caractère morbide de la maladie, donc l'intensité de la maladie, va également jouer un rôle, donc très différent suivant qu'on a un handicap léger ou un handicap beaucoup plus sérieux qui peut conduire à la mort. Donc dans ce cas-là, on va donc mettre un poids de nouveau assez important de 0,22 pour tenir compte de ce facteur de morbidité. Puis, donc, comme autre critère, il y a notamment le rapport, cette fois-ci, entre le nombre de cas et de mortalité, pour lequel on a pris un facteur de pondération de 0,15. L'augmentation du potentiel de maladie, donc un peu l'évolution, donc rentre en ligne de compte également, mais avec un facteur de pondération relativement faible. La pertinence pour le commerce, et surtout le commerce international, donc différence entre un parasite qui va poser un problème dans un produit qui n'est pas commercialisé, comme un produit de la chasse par exemple, eh bien, ça n'a pas le même impact que si c'est une denrée qui est commercialisée à large échelle, comme notamment les poissons. Et finalement, un dernier critère qui a été pris en considération pour cette priorisation, ce sont les impacts sur des communautés économiquement vulnérables. On a parlé par exemple des femmes enceintes, hein, donc voilà, c'est un groupe là particulièrement vulnérable, et donc lorsqu'il existe des groupes
de ce type-là. Donc, on utilise un facteur de pondération pour en tenir compte. Maintenant, qu'en est-il des parasites, mais vraiment pour les poissons et les produits de l'aquaculture? Eh bien, voyons un peu une classification générale, un survol général de différents parasites. Et bien, on retrouve tout d'abord les nématodes qui sont des vers ronds avec plusieurs espèces ou plusieurs genres représentés. On connaît surtout Anisakis, on peut aussi citer Pseudaterra nova, et comme vous voyez, donc, il existe encore d'autres genres qui peuvent poser des problèmes pour les poissons et les produits de la mer. Ça, c'est pour les nématodes qui sont des vers ronds. Ensuite viennent les cestodes, qui eux sont des vers segmentés avec un scolex comme le ténia. Et pour les poissons, nous avons comme genre, le mieux connu, le Diphylobothrium, donc Diphylobothrium, l'espèce, le genre de cestode. Finalement, il y a aussi des vers plats, qu'on appelle également des douves, et ces douves sont parfois munies de ventouses ou de crochets, donc accrochés notamment dans le tractus intestinal. Et ces vers plats ou douves, ce sont ce qu'on appelle des trématodes, avec, vous voyez ici, plusieurs espèces assez connues pour les poissons et les produits de la mer. Bon, nous allons maintenant focaliser un peu plus sur chacun de ces groupes et commençons par les nématodes. Les nématodes, c'est un exemple, l'exemple le mieux connu de nématodes qui cause maladie chez l'homme et qui provient des poissons et des produits de la mer, c'est le fameux Anisakis simplex. Heureusement, les cas de problèmes sanitaires sont plutôt rares parce que le parasite en phase infectieuse est tué par la chaleur, donc il suffit de 60 degrés pendant 1 minute, mais aussi par le froid. Donc il suffit de porter le poisson pendant 24 heures à moins 20 degrés. Donc du moment qu'on atteint moins 20 degrés pendant 24 heures au centre du poisson, on va détruire le caractère infectieux de cet organisme. Donc comme le poisson est très souvent congelé, certainement en matière de commerce international. C'est donc une façon très efficace de se débarrasser de ce problème. Passons aux cestodes. Les cestodes sont des ténias et l'espèce la plus dangereuse qui est associée à la consommation de poissons, c'est le Diphylobothrium latum. C'est un parasite qui est présent partout dans le monde et les poissons marins, en fait, sont des hôtes intermédiaires. Ce n'est pas l'hôte final, c'est un hôte intermédiaire. Comme d'autres infections parasitaires, l'intoxication alimentaire se manifeste après la consommation de poissons crus ou insuffisamment traités. Donc, on a de nouveau cet aspect de cuisson du poisson ou de traitement du poisson qui est possible. Effectivement, donc, les températures de congélation et de cuisson semblables à celles qui sont appliquées pour les nématodes, donc ces températures vont tuer le parasite en phase infectieuse. Donc c'est le même message ici pour les nématodes et les cestodes. Donc on parvient à limiter le problème par le traitement de congélation ou de cuisson. Traitement de température par donc finalement les trématodes. Les trématodes, en fait, ils sont très communs, mais pas partout dans le monde. En fait, les trématodes posent surtout un problème de santé publique et sont présents sous une forme endémique dans une vingtaine de pays du monde, mais surtout en Asie du Sud-Est. Et donc, il y a plusieurs espèces qui sont importantes, par le fait que donc elles peuvent affecter un nombre de personnes relativement important, et donc on a plusieurs catégories en fait de trématodes. On a celles qui vont produire des dystomatoses hépatiques, donc avec les genres Clonorchis et Opistorchis. On en a également qui vont provoquer une dystomatose plutôt pulmonaire, donc dans le genre Paragonimus.
Et il y a également, dans une moindre mesure, des agents qui sont responsables d'histomatose intestinale, comme les hétérophiles et Echinocasmus. Passons maintenant aux biotoxines de poisson. Donc c'est la dernière catégorie de dangers biologiques. Donc en fait, cette fois-ci, nous allons moins nous intéresser aux organismes vivants que aux toxines produites par certains organismes vivants, et donc l'expression de la toxicité de certains organismes. Et nous allons donc commencer par les poissons qui peuvent être vénéneux. Donc nous avons en fait 400 espèces de poissons qui sont connus pour être toxiques, pour exercer donc une action vénéneuse. Et le poison ne touche habituellement que certains organes. Donc tous les organes ne sont pas atteints par ne sont pas contaminés par cette toxine. Et même les poissons eux-mêmes ne sont pas toxiques, ne sont pas vénéneux tout le temps. Il se peut qu'ils soient vénéneux qu'à certains moments de l'année. Bon, qui dit donc poisson vénéneux dit toxine, et nous allons donc voir un peu quels sont les différents types de toxines que l'on peut retrouver dans le poisson. Et alors, on va d'abord classer un peu les toxines en suivant leur localisation dans le poisson, dans les organes du poisson. Ainsi, on va d'abord distinguer un certain nombre de toxines qu'on va appeler les ichthyohémotoxines, c'est-à-dire des toxines qu'on ne retrouve que dans le sang du poisson, hémato pour sang. Quel type de poissons sont caractérisés par ces toxines-là? Eh bien, il s'agit essentiellement des murènes, des anguilles, des lamproies, notamment les lamproies de la mer Adriatique. Ensuite, nous avons des toxines que l'on va retrouver dans les tissus des poissons. Donc, on l'avait vu d'abord dans le sang, maintenant dans les tissus des poissons. Ces toxines, on va les appeler les ichthyosarcotoxines. Donc, ichtyo, ictus pour poisson, et sarco, donc pour tissu. Les espèces de poissons qui produisent ces toxines-là, ce sont ce qu'on appelle les espèces tétrodotoxiques, c'est-à-dire qu'elles vont produire une toxine qu'on appelle la tétrodotoxine ou TTX. Alors, les poissons, il y en a qui sont bien connus, qui appartiennent à cette catégorie-là, notamment le poisson fougou, ou ce qu'on appelle aussi le poisson globe, en anglais pufferfish. C'est un poisson qu'on retrouve au Japon, en Polynésie, mais aussi en Méditerranée orientale. Puis, nous allons voir que parmi ces poissons-là, il y a encore d'autres espèces, et parlant de la Méditerranée, nous allons voir sur le diapo suivant un exemple de poisson qui pose problème en Méditerranée et notamment aussi au large des côtes algériennes. C'est le poisson lapin, donc, qui est une espèce qui est apparue dans la Méditerranée suite au creusement du canal de Suez, qui a servi donc de lien entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Et puis après un certain nombre d'années, les conditions sont devenues favorables que le poisson passe de la mer Rouge vers la mer Méditerranée, et puis de la mer Méditerranée orientale vers la mer Méditerranée occidentale. Donc c'est comme ça qu'on le retrouve maintenant au large de l'Algérie, mais aussi des côtes françaises par exemple. Finalement, nous avons une troisième catégorie de toxines qu'on va appeler les scrombotoxines, avec l'exemple caractéristique qui est bien connu, c'est l'histamine, qui est on appelle également une amine biogène, c'est-à-dire donc une amine produite par un organisme vivant. Et en l'occurrence ici, ce sont des bactéries, les Enterobacteriaceae, qui vont produire l'histamine. Et donc ce n'est pas le poisson lui-même qui produit l'histamine, mais c'est la contamination de ce poisson par des Enterobacteriaceae qui vont conduire à la production d'histamine. Ça se passe évidemment quand les produits ne sont pas réfrigérés immédiatement après la capture. Les poissons les plus sensibles sont les scombridés, donc le thon, maquereau, bonite, et d'autres espèces de ce type. Et donc, ils ont donné leur nom d'ailleurs à la catégorie de toxines, les scrombotoxines, donc, vu que les poissons de prédilection pour cette toxine-là sont les scombridés. Alors voilà, vous voyez ici sur
cette diapo une photo du poisson lapin, que l'on peut reconnaître au fait qu'il possède deux dents, genres incisives de lapin, donc d'où la ressemblance avec ce rongeur. Mais bon, malheureusement, la ressemblance s'arrête là, puisque si le lapin est un excellent comestible, le poisson lapin ne l'est pas du tout. Toujours dans le registre des toxines, mais cette fois-ci, nous allons aborder le problème des phycotoxines, c'est-à-dire des toxines produites par les algues. Donc le producteur, cette fois-ci, sont des algues et non plus le poisson proprement dit. Même si on peut retrouver ces phycotoxines dans les fruits de mer, bien sûr, et également dans certains poissons. Donc, ils ne sont pas, à proprement parler, générés par le poisson. Un petit mot sur les phycotoxines dans la chaîne alimentaire. Bon, on sait que le phytoplancton, c'est la partie végétale du plancton, la base de la pyramide alimentaire en milieu marin. C'est donc le premier maillon de la chaîne alimentaire des écosystèmes aquatiques. Et les algues unicellulaires microscopiques composent une part importante du plancton, dont certaines espèces se nourrissent. C'est particulièrement le cas pour les mollusques, hein, les moules, les huîtres, etc., vont se nourrir du plancton. Certaines de ces espèces, donc d'algues unicellulaires, certaines de ces espèces, il y en a à peu près 250, peuvent proliférer de façon importante. Elles créent alors ce qu'on appelle une efflorescence. En anglais, on dit algal bloom, hein, bloom pour efflorescence. Donc c'est comme lorsqu'au printemps, toutes les fleurs se mettent à fleurir en une seule vague. Donc c'est la même chose ici pour les algues qui semblent fleurir au niveau de la mer et vont d'ailleurs provoquer des couleurs assez spectaculaires, donc vont rendre les eaux rouges, brunes ou vertes. Heureusement, la plupart de ces algues sont inoffensives. Cependant, il y a à peu près 70 sur 250, comme on l'a dit, à peu près 70 qui sont toxiques. Et donc, elles produisent des phycotoxines, des biotoxines, qui correspondent donc à ces toxines produites par ces quelques espèces phytoplanctoniques. Certaines de ces toxines présentent un risque pour le consommateur, car elles s'accumulent dans les coquillages, voire c'est le cas des toxines diarrhéiques, des toxines paralysantes, des toxines amnésiantes, ou alors elles s'accumulent dans des poissons, c'est le cas, comme nous allons voir maintenant plus en détail, des ciguatoxines. Donc, on rentre un peu plus dans le détail des phycotoxines, et d'abord, quelles sont les microalgues qui sont responsables de la production de ces phycotoxines? Il y a d'abord une catégorie qui s'appelle les dinoflagellés, qui appartiennent notamment au genre Dinophysis, et ces dinoflagellés produisent des toxines lipophiles, c'est-à-dire donc qu'on va extraire avec des solvants apolaires, elles ne sont pas trop solubles dans le milieu aqueux, et ces toxines forment plusieurs familles, dont la plus connue est celle de l'acide ocadaïque. Alors, certaines de ces toxines entraînent ce qu'on appelle le syndrome diarrhéique, et donc on va appeler ces toxines les DSP pour Diuretic Shellfish Poison, hein, DSP. Il y a également des espèces de dinoflagellés, notamment celles qui appartiennent au genre Alexandrium, qui peuvent produire des toxines paralysantes. Dans ce cas-ci, on parlera de PSP, hein, ou PSP, pour Paralytic Shellfish Poison. Et l'exemple caractéristique, c'est la saxitoxine. Finalement, il y a plusieurs espèces de diatomées qui appartiennent au genre Pseudonychia et qui sont capables de produire cette fois-ci des toxines amnésiantes. On va les appeler Amnesic Shellfish Poison ou ASP et SP. Et ici, un représentant bien connu, c'est l'acide domoïque. Maintenant, un petit mot pour les ciguatoxines. D'abord, réalisons bien que l'augmentation de la consommation des produits de la mer par la population mondiale est associée à une recrudescence d'intoxication par les ciguatoxines. On va d'ailleurs appeler cette maladie, la maladie provoquée, la ciguatera. Et cette ciguatera est aujourd'hui la forme la plus commune d'intoxication par les produits de la mer. Effectivement, il y a
entre 10 000 et 50 000 personnes qui souffrent de cette affection chaque année et qui constitue un problème majeur de santé publique. En fait, les ciguatoxines sont accumulées dans la chaîne alimentaire, des petits poissons herbivores broutant le corail et algues, aux plus grands organismes se nourrissant de ces poissons. Tout commence par l'ingestion d'algues par des poissons herbivores, qui va conduire à la contamination du premier maillon de la chaîne alimentaire. Puis, quand même, vous voyez que le poisson peut jouer un rôle actif aussi, parce que non seulement il va ingérer les algues qui contiennent la prétoxine, mais en plus, le poisson va être en mesure de transformer cette prétoxine en une molécule plus toxique qui s'appelle donc la ciguatoxine. Il y a une biotransformation qui se réalise par le poisson. Donc le poisson joue quand même un certain rôle, il n'est pas purement passif. Ces toxines sont ensuite concentrées au long de la chaîne alimentaire, en particulier dans les viscères, le foie et les gonades des poissons affectés. Donc d'abord des petits poissons et puis les poissons prédateurs vont se nourrir de ces petits poissons et donc il va y avoir une bioaccumulation dans certains organes des poissons qui se nourrissent donc dans la chaîne alimentaire. Et donc il y a quand même pas mal d'espèces de poissons tropicaux qui peuvent être affectés et induire de la ciguatera chez l'homme. C'est principalement donc des carangues, des barracudas, des vivanos, des mérous tropicaux, les poissons chirurgiens, les cérioles. En conclusion, cette présentation qui portait sur les dangers biologiques, bien, on va être relativement synthétique en disant qu'il y a de nombreux agents biologiques, des plus simples, pensons aux virus, aux plus complexes, parasites, ce sont déjà des organismes plus évolués, en passant par des organismes unicellulaires comme les bactéries et les protozoaires. Donc, de nombreux agents sont susceptibles de contaminer les aliments, soit directement, soit indirectement, et cette façon indirecte de contaminer les aliments, c'est par la production de biotoxines. Si des agents zoonotiques comme la salmonella, campylobacter, E. coli sont fréquemment retrouvés dans beaucoup d'animaux terrestres, pensons aux poulets, aux œufs, au lait, il y a de nombreux virus et biotoxines qui sont vraiment caractéristiques des milieux aquatiques et qui constituent des dangers importants et assez spécifiques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.